Le totalitarisme, c'est une forme de régime politique qui a été donc particulièrement analysé par la philosophe Hannah Arendt, qui s'appelle totalitarisme parce qu'il vise la domination totale sur les individus, contrairement à d'autres formes de régimes arbitraires ou qui prétendraient confisquer le monopole des pouvoirs. Donc, la domination totale, c'est la domination sur les libertés, bien sûr, des individus, ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire. C'est aussi un exercice de domination spatiale sur leur corps, sur leur psychisme, sur leur capacité intellectuelle, sur leurs émotions, en particulier sur leur vie intime. C'est-à-dire que le totalitarisme vise la confiscation de la vie intime des gens et donc destitue tout simplement les êtres humains de leurs droits inaliénables et sacrés pour réduire, et c'est toujours ainsi dans la démarche totalitaire, pour réduire l'être humain à, au minimum, à un corps qui s'achète et se vend, au maximum un corps à détruire. Hein, c'est-à-dire que, voilà, c'est une réflexion qui est chez Hannah Arendt. Donc, cette domination totale ne souffre absolument aucune opposition. Donc, il faut détruire toute forme d'opposition. Et le totalitarisme fonctionne toujours sur une structure particulière qui est la suivante. C'est une charpente. Hein, c'est un récit de persécution. Il y a un ennemi extérieur ou intérieur qui est désigné, qui est visible ou invisible, contre lequel la masse est sommée de se battre et cela justifiera que la fin justifie les moyens, c'est-à-dire de pouvoir sacrifier différents individus dans le corps social pour, soi-disant, lutter contre cet ennemi extérieur ou intérieur. Bien sûr que c'est un délire de persécution, cet ennemi est fabriqué de toutes pièces et donc c'est une narration idéologique, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à la réalité de l'expérience, qui est présentée avec des méthodes de harcèlement utilisées sur les populations, de façon, en réalité, à persécuter la population elle-même plutôt que l'ennemi soi-disant désigné. Voilà. Ce qui est typique et caractéristique de la logique totalitaire, c'est que on va exiger le sacrifice des individus, le sacrifice total des individus, qu'ils l'aient choisi ou qu'ils ne l'aient pas choisi, au nom de ce pseudo-idéal de lutte contre le persécuteur. Donc, ceci est caractéristique du totalitarisme, de n'importe quel régime totalitaire. C'est-à-dire qu'ensuite, ce n'est que du décor théâtral. Le décor théâtral, c'est quel type de contenu on va donner à cette idéologie, qui d'ailleurs est mouvante et peut évoluer. Et donc, on peut avoir un contenu de santé, comme ça a déjà été le cas dans le nazisme, de délire sur un mode hygiène sanitaire. On peut avoir bien sûr un contenu guerrier, explicitement guerrier, désignant des ennemis intérieurs, extérieurs, etc. Et bien sûr que le totalitarisme vise la division, l'isolement total des individus, donc la division de la population, et si possible une division organisée sur ce qu'on appelle un clivage, c'est-à-dire une guerre civile. En tout cas, une division des citoyens en sous-hommes et en surhommes, en clair. Hein. Il y a les bons et il y a ceux qui ne sont pas bons, et toute la persécution et ne cesse d'évoluer. Donc, le rapport avec la langue, c'est que le totalitarisme va utiliser à la fois le langage, effectivement, la pseudo-légitimité scientifique, donc la logique, pour la pervertir, et en même temps va pervertir la langue que l'on parle pour corrompre les esprits et pour les faire rentrer dans cette narration qui est une narration délirante parce qu'elle ne correspond pas à la réalité de l'expérience. C'est pour ça que sur le plan psychopathologique, j'ai fait ressortir depuis des années dans mes travaux que ce délire collectif correspond à la psychose paranoïaque dont on sait qu'elle est contagieuse. Voilà, pour essayer de résumer rapidement. Oui, c'est très précis. Merci. Je vais enchaîner effectivement sur ce qu'a dit Ariane sur la question du totalitarisme. Évidemment, notre référence commune, Ariane et moi, c'est Arendt.
dans la description du totalitarisme, Arendt dit très bien que ça part effectivement d'un scientisme. Bon, c'est très important de comprendre que le schéma en gros du totalitarisme, il va de la science vers la paranoïa. La science devient scientisme, le scientisme devient idéologie, l'idéologie devient paranoïaque. Et tout ça, effectivement, passe par une perversion du langage qui est de plus en plus coupé du réel pour sombrer dans le délire. En fait, c'est effectivement un petit peu la marche qu'on a essayé de montrer. Alors, tu as rappelé, donc tu as introduit cet entretien en rappelant donc une citation des Évangiles, c'est ça, oui, qui disait en gros au commencement était le Verbe. Moi j'ai paraphrasé un peu dans le livre cette citation en disant au commencement était le calcul. En fait, oui, l'origine effectivement des systèmes totalitaires repose dans l'idée que il existerait une vérité scientifique qui devrait être le principe de fonctionnement de la société. Et Arendt, dans la description qu'elle fait du totalitarisme, donc prend évidemment le soviétisme et le nazisme comme, on va dire, père et mère fondateur du totalitarisme, et écarte en gros de son analyse le franquisme, voire le mussolinisme en fait. Dans cette idée, je crois, ce qui est important, c'est de voir que les régimes tyranniques, comme le disait Ariane, peuvent être parfaitement arbitraires, mais sont basés en gros sur plutôt l'idée que c'est le bien qui doit organiser la société, alors que les sociétés totalitaires sont organisées selon une certaine idée du vrai. Et en fait, la perversion consiste souvent à essayer de remplacer le bien par le vrai. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les systèmes totalitaires sont opposés aux religions, la religion étant normalement le porte-parole du bien, même si c'est perverti bien sûr. Je dis pas que le franquisme c'est le bien, mais c'est au nom du bien et du mal qu'on fait la division des comportements et l'organisation des sociétés, alors que dans les sociétés totalitaires c'est plutôt la division entre le vrai et le faux. Ce qui fait que au commencement était le Verbe, c'était la parole effectivement qui nous donne l'étape de la loi, mais dans le totalitarisme au commencement était la science, mais en fait c'est le scientisme. Et c'est là en fait où interviennent par exemple les mathématiques, puisqu'on dit que effectivement le système totalitaire c'est la science et la vérité qui doit en découler, qui sont les principes organisateurs du social. Il faut que derrière il y ait des perversions effectivement du langage scientifique pour justifier quel est ce nouveau vrai, quelle est cette nouvelle évolution en général de la société qu'on prétend connaître à partir de la science. Et moi je commence à rentrer, si vous voulez, dans le discours quand on me dit que des simulations prétendent qu'il va y avoir 500 000 morts. Si on fait rien, c'est-à-dire si on ne confine pas, si on ne fait pas correspondre en fait la société au calcul qu'on a fait sur elle, et tout effectivement le discours scientifique va être de dire voilà la vérité, l'avenir absolu de l'humanité, en tout cas dans le court terme, c'est les calculs qu'a fait Ferguson ou que font en France Cauchemet, Fontanet, etc. À partir d'équations hallucinantes et à partir desquelles ils prétendent qu'ils détiennent le secret du futur. Donc là effectivement on rentre aussi dans une logique psychologique de l'idée de se prendre un petit peu pour Dieu, si vous voulez, de savoir comment exactement vont évoluer les épidémies, qui sont effectivement normalement dans les textes anciens, enfin dans les plaies d'Égypte, etc. L'épidémie c'est une punition qu'on nous a apportée parce qu'on a fait le mal, mais en fait ici on prétend trouver la compréhension de cela et l'éradication de cela par des équations mathématiques, et le discours mathématique vient effectivement comme un langage, une espèce de langage magique, et j'ai rappelé dans le livre, c'est intéressant de voir que les mathématiques et la magie partagent par exemple le même mot de formule, et les formules mathématiques deviennent des formules magiques. Le fameux 1 moins 1 sur R0 pour définir l'unité collective est une formule magique en vérité, elle n'a rien à voir avec le réel, elle sort d'une équation complètement idiote qui n'a aucun lien avec le réel, et c'est pourtant au nom de cela qu'on va effectivement imposer l'organisation de la société. Donc effectivement l'épidémiologie en vérité n'est qu'un scientisme, de même que le darwinisme social ou le socialisme scientifique étaient des scientismes. L'épidémiologie mathématique est le même genre de scientisme, si vous voulez, qui prétend connaître le futur de l'épidémie et donc l'avenir de l'humanité à partir de quelques mauvaises équations, et qui à partir de cela prétend dans l'exégèse quasiment des équations organiser la société au nom du vrai. Et tous ceux qui s'écarteraient d'un comportement social qui leur est imposé au nom de l'équation différentielle, effectivement, sont des personnes qu'il faut éliminer. On l'a très bien vu dans le fait qu'on a imposé un pass sanitaire en France au nom de certaines équations qui étaient censées montrer que l'enfermement des non-vaccinés permettait de contrôler l'épidémie. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec cette vérité, entre guillemets, on vous mettra des amendes, on vous collera effectivement dans des camps, etc. Donc, effectivement, c'est la perversion des mathématiques en tant que langage de la
vérité en sciences physiques, hein, qui ici est appliquée. On utilise le fait qu'effectivement, alors j'ai cité l'optique de géométrie de Descartes, qui était une mathématisation effectivement permettant d'espionner les illusions d'optique, etc. Mais le fait que les mathématiques sont en sciences physiques un langage qui permet effectivement d'atteindre la vérité, en fait, bien, est détourné pour essayer d'appliquer ce langage donc à des situations qui n'en relèvent pas. La biologie n'est pas du tout une science qui relève du langage mathématique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, et au nom de ça, en fait, oui, c'est ce que j'ai dit dans le livre. Et au nom de ça, par contre, donc l'épidémiologie devient un scientisme, et ce scientisme, en fait, est utilisé par le discours politique et idéologique pour effectivement organiser une société au nom du vrai. Alors bien sûr, c'est un faux, hein, le scientisme est toujours un faux. Vous pouvez définir le scientisme pour les auditeurs au cas où qui comprennent bien la différence entre justement la science et le scientisme, qui est souvent détaché du réel, je pense. C'est peut-être dans ce sens-là que vous. Tout à fait. Alors il y a deux, on peut donner deux connotations ou définitions au mot scientisme. Le problème, c'est la réduction de toute chose à la science, c'est-à-dire toute forme de phénomène doit être réduit à une approche scientifique entre guillemets, c'est-à-dire avec une certaine épistémologie, une certaine méthode d'observation, d'expérimentation, de conclusion. Alors exemple, le corps humain est réduit à une substance et on pourra l'étudier sous tout écouteur justement en éliminant toute forme de métaphysique, toute forme de spiritualité, l'existence de l'âme est déniée, etc., etc. Donc ça, c'est un scientisme. Et l'autre sens du mot scientisme, c'est une parodie de science, c'est-à-dire un mimétisme qui consiste à penser que la méthode de la physique, puisque la science, c'est d'abord la science physique, hein, avec la géométrie, la cinématique, etc., le mouvement des planètes. Donc, essayer d'appliquer une forme de physique avec des équations, une certaine conception du temps, de la causalité, des grandeurs entre elles, etc., à tous les domaines de la vie, que ce soit l'économie, justement, l'épidémiologie, qui ne relèvent pas du tout, en fait, d'un ordre épistémologique qui permettrait d'appliquer, justement, les mathématiques. Alors, c'est ça, pour moi, le scientisme. Et là, l'épidémiologie est un scientisme au sens où elle essaye de faire, de mimer, en fait, de manière totalement insensée, des outils de la physique mathématique, en fait, à la transmission des virus. Ça, c'est pas possible. C'est ce qui fait que les équations qui sont proposées et qui prétendent détenir l'avenir et la manière de l'organiser à partir d'équations différentielles complètement triviales, en fait, est un scientisme. Oui, bien sûr. En fait, peut-être un petit quelque chose. Oui, bien sûr. J'avais simplement résumé en disant peut-être juste avant qu'en fait, vous, en parlant de scientisme, justement, vous expliquez notamment de manière très bien et très simple dans le livre qu'il y a un détachement en réalité du récit et du réel, du récit de la science et du réel en réalité de ce qui est en train de se passer. Et que c'est ça justement qui entraîne ce scientisme et ces fausses croyances. Et vous parlez même, je crois, de l'évangile selon Ferguson. On sait qu'Ochmez est justement un de ses héritiers idéologiques. Et donc c'est là qu'on comprend bien effectivement qu'il y a cette notion de dévoiement, en fait, de perversion. Allez-y, Ariane, pardonnez. Oui, en fait, le scientisme, c'est l'imposture de la science. C'est-à-dire que la science, elle est dans une recherche de la vérité, mais précisément, elle est dans une recherche, c'est-à-dire qu'elle fonctionne par des modèles qu'on appelle des paradigmes. Quand on analyse en épistémologie, c'est un mot qu'a employé Vincent, c'est-à-dire les conditions d'exercice de la science, c'est une des disciplines de la philosophie. On sait que nous avançons par révolution scientifique, c'est-à-dire par des paradigmes qui évoluent et qui peuvent tout à fait, à un moment donné, puisque c'est notre façon d'appréhender le monde, et nous sommes de toute façon, il faut le reconnaître, toujours impuissants par rapport à la complexité du monde qui nous entoure, donc on doit garder cette humilité, eh bien le scientisme se débarrasse en fait de ces encombrants et proclame une vérité qui est en fait un dogme qui ne peut pas se contredire. Alors, la vérité doit avancer par débat, c'est pour ça que notre livre s'appelle le débat interdit, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des controverses scientifiques, c'est fondamental pour faire avancer la science, et donc à partir du moment où la science se rigidifie dans un dogme, elle devient un scientisme, ça c'est une première chose, c'est-à-dire une croyance religieuse, de type religieuse, ou sectaire hein, même, à laquelle on doit se plier. Ensuite, il faut bien dire aussi quelque chose, c'est que le scientisme pervertit la logique, c'est-à-dire que ça a l'apparence de la logique, ça a le goût, la saveur de la logique, mais ça n'est pas la logique. C'est ce qu'on appelle en psychologie, justement pour la paranoïa, une folie résonante, c'est-à-dire ça a l'apparence de la raison. Mais comme on en a pris plusieurs exemples, ça opère par sophisme, c'est-à-dire par faux raisonnement, Et troisièmement, le scientisme confond
plusieurs choses. Il confond la matière morte et la matière vivante. C'est déjà quand même un premier point. C'est-à-dire quand on veut appliquer des mathématiques qui, a priori, fonctionnent sur une matière morte ou de la physique à de la biologie, c'est-à-dire à l'être vivant, on a oublié dans l'ensemble de l'analyse le paramètre vivant, qui est quand même fondamental. Et tout le totalitarisme fonctionne comme ça, c'est-à-dire à traiter des êtres vivants comme des matières mortes. Et ceci vient s'inscrire sur une imposture qui est quand même connue de la philosophie depuis l'Antiquité, c'est la division qu'on a restaurée, qu'on a rappelée dans le livre, entre les sciences opératives et les sciences spéculatives. C'est-à-dire que la médecine fait partie des sciences opératives, c'est-à-dire qu'elle doit opérer sur le réel, c'est-à-dire qu'il y a une interaction avec le réel, avec la réalité de l'expérience, avec le patient, avec comment réagit ce patient, etc. Et donc, elle ne peut pas fonctionner de la même manière que ce qu'on appelle les sciences spéculatives, qui, elles, restent dans le pur concept. Oui. Et c'est donc une véritable arnaque d'être resté dans le pur concept pour parler de maladies, de santé, etc. Donc, ça, c'est une clé importante. Oui. Absolument. Tout ceci doit être... C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter l'humain selon des sciences dures, quoi. Enfin, il y a un moment donné, il y a une réduction, un réductionnisme qui est l'imposture même. Voilà. Et c'est pourquoi, justement, le débat a été interdit.